Donc on va demander à Alain Sauvanet de venir nous parler, parce que ça devait venir avant la chirurgie du cancer, pour nous parler de la chirurgie préventive du cancer du pancréas. Et probablement que c'est une des façons de guérir des patients qui ont un cancer du pancréas, de les opérer avant qu'il l'ait. Merci Alain. Bien, d'abord, merci de votre invitation pour traiter ce sujet qui m'est cher et qui effectivement pourrait paraître plus simple que ce... Oui, c'est ça. Donc on l'ouvre dessus, on met sur le bureau. Et vous allez voir, c'est malheureusement pas d'une extrême simplicité. Bon, il est clair que l'on peut maintenant identifier des sujets à haut risque de développer un cancer du pancréas ou des lésions à haut risque de se transformer en adénocarcinome du pancréas. Alors, du plus simple au plus compliqué, il y a le cystadénomucineux, dont je vais vous parler un petit peu, les TIPMP, ça c'est un vaste chapitre. Mais il y a aussi les pancréatites héréditaires, le syndrome du cancer pancréatique familial qui n'a qu'un seul défaut, c'est que pour l'instant il n'y a pas de mutation génétique identifiée. Et puis à l'inverse, il y a des maladies qui sont des syndromes génétiques avec des mutations génétiques clairement identifiées qui exposent à plusieurs cancers, dont l'adénocarcinome du pancréas. Et avec toutes ces entités, on peut effectivement discuter de la place et de la valeur de la chirurgie préventive. Alors pourquoi une pancréatectomie préventive? Eh bien parce qu'il y a des données qui permettent de démontrer ce que tout le monde peut supposer, c'est-à-dire que quand on opère quelqu'un qui a un cystadénome avant qu'il ne s'agisse d'un cystadénocarcinome, eh bien la survie à distance sera meilleure. Lorsqu'on opère une TIPMP à un stade non invasif ou lorsque cette invasion est minime, quand ça fait moins de 5 mm par exemple, eh bien la survie à distance va être excellente. Et quand on a en revanche une TIPMP invasive, la survie commence à baisser, la survie à distance. Et puis quand on compare dans des séries déjà un peu anciennes, les TIPMP invasives et l'adénocarcinome du pancréas, pour des patients qui à cette époque ne bénéficiaient peut-être pas d'une politique de prévention extrêmement développée, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de différence de pronostic et on est un peu désolé. Alors le cystadénomucineux, c'est l'entité la plus simple. D'abord, c'est une lésion focale. Deuxièmement, ça touche des femmes, j'allais dire, en âge d'être opérées, parce que c'est une maladie de la femme d'âge moyen. Les femmes sont en général en meilleur état général que les hommes, et ça touche dans 95% des cas exclusivement les femmes. Et ça se transforme en adénocarcinome, en cystadénocarcinome, dans un pourcentage de cas que l'on peut arrondir, entre guillemets, aux alentours de 20-25% au maximum. C'est peut-être un chiffre qui est légèrement surestimé, puisqu'il s'agit de séries chirurgicales, bien entendu. On ne connaît pas encore parfaitement bien l'histoire naturelle de cette maladie. Ce qu'on sait, c'est que pour parler de cystadénomucineux, il faut l'épithélium mucosécrétant, le stroma ovarien. On en découvre beaucoup fortuitement, et dans les séries chirurgicales où il y a quand même souvent pas mal de malades, hein, vous voyez, 300 malades dans celle-ci, 160 dans celle-là, eh bien on essayait d'identifier des facteurs de risque de présence d'un carcinome invasif. Eh bien, grosso modo, c'est la taille qui est le facteur de risque le plus important, et avec un seuil qu'on peut déterminer aux alentours de 4 cm, et il y a un critère qui est rajouté par une série importante, une série bicentrique italienne et américaine, c'est l'absence de nodules muraux. Et on a pendant des années opéré tous les cystadénomucineux. Ce n'est pas possible d'opérer tous les cystadénomucineux parfois parce que le terrain le contre-indique. Et donc chez un malade qui est à risque, on peut surveiller des lésions de la taille recommandée moins de 4 cm, et bien sûr à la condition que d'une bonne imagerie qui nous permette d'affirmer qu'il n'y a pas de nodule. Alors moi, je rajouterais un bémol, mais un bémol positif pour les chirurgiens, c'est que si vous voyez un cystadénomucineux et qu'il n'y a pas de nodule à l'intérieur, qu'il est de petite taille, et s'il n'y a donc pas de risque de cancer, vous pouvez l'enlever avec une chirurgie qui peut être
non pas une hémipancréatectomie, comme une pancréatectomie gauche, avec un risque de diabète, mais une chirurgie conservatrice, par exemple une énucléation, et on a l'expérience de l'énucléation d'à peu près une trentaine de cystadénomucineux. C'est une intervention qui est faisable. Énucléer un cystadénomucineux, on peut faire une pancréatectomie limitée. Et donc, vous voyez dans ces exemples-ci, un cystadénomucineux céphalique, c'est assez exceptionnel. Des cystadénomucineux qui sont vraiment en situation caudale, où il n'y a pas besoin d'enlever beaucoup de pancréas, eh bien, on peut faire de la chirurgie conservatrice. À l'inverse, si on commence à avoir des bourgeons, eh bien là, malheureusement, il faut opter pour un geste carcinologique, qui serait une splénopancréatectomie gauche. Alors maintenant, les TIPMP. Les TIPMP, c'est un vaste chapitre. On ne va pas pouvoir tout traiter aujourd'hui. Les TIPMP, c'est une maladie qui ressemble aux anomalies épithéliales qui donnent naissance à l'adénocarcinome du pancréas. La principale différence, c'est que les TIPMP sont des lésions mucosécrétantes qui sécrètent donc du mucus, qui dilate les canaux, et c'est la dilatation canalaire qui permet de voir les TIPMP. Les néoplasies intracanalaires épithéliales, les panines qui font le lit de l'adénocarcinome du pancréas ne sont pas mucosécrétantes, ou à peine, elles ne dilatent pas les canaux, et elles ne sont pas visibles en imagerie. Mais il y a quand même de très grandes similarités en termes d'histoire naturelle et de risque de cancer, avec une séquence de progression vers la dégénérescence invasive qui ressemble avec peut-être un progéniteur commun, puis des lésions de dysplasie légère, modérée, sévère, et qui vont vers l'adénocarcinome du pancréas pour les panines, et puis des lésions de TIPMP avec des phénotypes différents, mais avec un risque différent, mais globalement qui peuvent se terminer toutes en adénocarcinome canalaire pancréatique. Alors vous savez que, et c'est la préoccupation des gastro-entérologues et des chirurgiens, qu'on essaye de trouver des facteurs de risque de dégénérescence de ces TIPMP. Le premier critère que l'on regarde, c'est existe-t-il une atteinte du canal pancréatique principal, parce que lorsque la maladie est limitée au canaux secondaire, eh bien le risque de dégénérescence globale ou invasive est beaucoup plus faible que lorsqu'il y a une atteinte du canal pancréatique principal, où là, le risque de dégénérescence atteint ou peut-être même dépasse les 50%. On peut aussi essayer de chiffrer cette dégénérescence en fonction du temps, en essayant de reconstituer l'histoire naturelle de la maladie. C'est ce qu'avait fait l'équipe de Philippe Rozilewski et de Philippe Lévy il y a quelques années, avec un T0 qui était soit le T du diagnostic en imagerie quand c'était une découverte fortuite, soit le premier symptôme. Et on voyait que pour les TIPMP qui atteignaient le canal principal, le risque de dégénérescence à 5 ans dépassait 50%. Il était plutôt aux alentours de 15% pour les canaux secondaires. Donc ça, c'est un macro-repère important, atteinte ou non du canal pancréatique principal. Et puis on a étudié d'autres facteurs de risque, et ces facteurs de risque, entre guillemets, résumés dans des recommandations faites par des experts, eh bien, aboutissent à des conclusions comme celle-ci. Les recommandations les plus utilisées sont celles de Sendai, qui ont été donc établies pour la première fois en 2006, révisées en 2012. Il y a les critères inquiétants et les critères à haut risque de cancer. Les critères qui sont qualifiés d'inquiétants, c'est la taille des canaux secondaires de plus de 3 cm, un diamètre du canal principal entre 5 et 9 mm, ça veut dire qu'il y a probablement une atteinte du canal principal, mais elle n'est que dysplasique non invasive. Des symptômes mineurs comme des douleurs ou des poussées de pancréatite aiguë, qui ne sont pas des choses très inquiétantes vis-à-vis du risque de cancer, des petits nodules qui ne drainent pas le contraste, ou des cellules atypiques, c'est-à-dire mucineuses en cytologie, mais en tout cas qui ne ressembleraient pas aux cellules d'adénocarcinome tumoral que l'on voit dans les stigmates à haut risque. Et les autres stigmates à haut risque, c'est bien sûr l'ictère rétentionnel, ça veut dire qu'a priori il y a un cancer. L'ictère dans les formes bénignes, c'est tout à fait exceptionnel, ça peut arriver, mais tout à fait exceptionnel. Une dilatation du Wirsung à plus de 1 cm, des nodules qui prennent le contraste, et puis on pourrait rajouter aussi l'élévation des marqueurs tumoraux qui ont peut-être été jusqu'à présent un petit peu sous-estimés dans la prise en charge de cette maladie. Les nodules muraux, c'est incontestablement un facteur de risque, donc il ne faut pas regarder que la taille des canaux, il ne faut pas regarder que le diamètre des canaux, il faut regarder le contenu, il faut les étudier avec les outils adaptés, l'IRM, l'écho-endoscopie, et puis je dirais même maintenant probablement l'écho-endoscopie avec injection de produits de contraste,
quand on voit des nodules. C'est pas bon signe. Voici des nodules vus sur une échoendoscopie avec une injection de produit de contraste. Quand vous avez une grosse lésion tissulaire comme ça, et c'est une lésion tissulaire parce qu'on voit le produit de contraste passer à l'intérieur, eh bien là, vous avez de fortes chances d'avoir un adénocarcinome. C'est sûr, il faut opérer le patient. Ici, vous avez un petit nodule qui doit faire 2-3 mm. À 2-3 mm, le risque de cancer est faible. On n'en est pas encore obligatoirement à opérer le patient. En tout cas, pour la TIPMP, un des messages qu'on peut délivrer, c'est qu'il est souvent urgent de commencer un tout petit peu à surveiller le patient et de ne pas prendre une décision immédiatement parce que souvent, l'histoire naturelle de la maladie, elle est lente. On voit des anomalies qui peuvent être inquiétantes, mais on ne sait pas, on ne peut pas conclure, on n'a pas forcément réussi à convaincre le malade de la nécessité d'une intervention, qui est souvent une DPC. On est parfois soi-même pas tout à fait convaincu d'emblée à la première consultation qu'il faut se lancer dans une DPC chez certains malades. Et on peut prendre un petit peu de recul. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il faut quand même quelques années, il faut en moyenne 5 ans dans ces 3 séries, pour passer du stade de la dysplasie modérée au stade de cancer invasif. Quand on regarde l'âge moyen des patients opérés dans ces 3 séries avec ces types histologiques, vous voyez que globalement, il faut quand même un peu de temps. Donc, premier message, surveiller un petit peu les malades. Et on a un argument de plus cette année pour surveiller un petit peu plus les malades. C'est une série multicentrique qui avait été coordonnée par le Vérone, où on voit que chez des patients qui n'ont pas pu être opérés pour des raisons d'état général, donc qui ont eu, en tout cas, à la première consultation, qui ont une intervention qui n'a pas été retenue, eh bien on s'aperçoit que même quand il y a des worrisome features, on a du temps. Voici donc une série multicentrique, 281 malades. Vous voyez que sur ces 280 malades, 5 ans après, ils sont toujours là, donc 9 fois sur 10. Ils sont plus souvent, répondent plus souvent présents quand ils ont une maladie localisée au niveau des seuls canaux secondaires que lorsqu'ils ont une maladie qui atteint le canal pancréatique principal. Et puis quand on regarde la survie sans progression, eh bien on s'aperçoit que les patients qui n'avaient que des worrisome features n'ont pas eu de progression dans 96% des cas. Donc ça veut dire que en cas de présence de worrisome features, il faut savoir prendre un peu de temps, prendre un peu de recul. Et c'est l'évolutivité dans ce cas-là, surtout si elle est rapide, précoce, qui nous donnera, en particulier chez le malade dont le risque est intermédiaire, qui nous donnera les bons arguments pour lui proposer une intervention chirurgicale. Bien entendu, si le malade présente très bien, s'il n'a pas de facteur de risque particulier de morbidité pour une DPC, eh bien on pourra l'opérer rapidement. Mais en tout cas, on a un peu de temps. Alors maintenant, la pancréatite chronique. La pancréatite chronique, c'est un facteur de risque d'adénocarcinome du pancréas. Par quel mécanisme? Probablement l'inflammation chronique. C'est assez bien documenté dans la pancréatite chronique alcoolique. Il y a des études un petit peu anciennes qui chiffrent le surrisque de développer un adénocarcinome quand on a une pancréatite chronique, surrisque par rapport à la population générale, entre 16 et 27, c'est-à-dire probablement aux alentours de 20. Alors, ces papiers sont un petit peu anciens. À ce moment-là, l'épidémiologie de l'adénocarcinome du pancréas dans la population générale n'était pas tout à fait ce qu'elle est actuellement. Peut-être qu'il faudrait réviser ces chiffres et voir si ce facteur multiplicatif aux alentours de 20 persiste, parce que ça voudrait dire que, puisque maintenant on a plus d'adénocarcinome du pancréas en 2017, peut-être que ces patients-là, on a un risque qui devient tout à fait significatif. En tout cas, c'est dans la pancréatite héréditaire, dans la pancréatite génétique, que ce surrisque de cancer est le mieux documenté. En fait, le processus inflammatoire chez ces malades, il est très ancien, et en général, il a commencé dans l'enfance. Et dans ces cas-là, dans cette maladie-là, le risque cumulé, il est de 50% à l'âge de 70 ans. C'est-à-dire que les patients qui ont une pancréatite génétique, ils ont une chance sur 2 d'avoir développé un adénocarcinome du pancréas à l'âge de 70 ans, ce qui est énorme, et ce risque est beaucoup plus important s'ils ont fumé ou s'ils ont développé au cours des dernières années de leur pancréatite, s'ils ont développé un diabète. Et donc ces patients-là, on les surveille, en sachant que c'est comme dans la pancréatite chronique alcoolique, on est souvent gêné par des calcifications pour faire une imagerie précise, une imagerie tissulaire performante, et on a quand même un petit peu de mal à faire le diagnostic d'adénocarcinome de façon précoce, d'autant plus que, bien entendu, les symptômes peuvent être communs. Il y a quelques similarités entre les symptômes des poussées de pancréatite et les symptômes de l'adénocarcinome.
Alors le cancer pancréatique familial. Le cancer pancréatique familial, il est défini par la présence de 2 paires d'apparentés, ou au moins 3 apparentés au premier degré, ayant développé au sein d'une famille un adénocarcinome pancréatique. Ça se présente comme une maladie autosomale à dominante de pénétrance variable, mais sauf que pour l'instant le gène n'est pas identifié, donc on a du mal à dire beaucoup plus de choses. Le tabac augmente le risque. Donc il y a un facteur multiplicatif par rapport à la population générale qui dépend du nombre d'apparentés au premier degré atteints du sujet atteint dans la famille par rapport au sujet que vous étudiez et chez lequel vous faites un petit peu de dépistage. Alors évidemment, s'il y a 3 apparentés au premier degré, vous voyez quand même que le facteur multiplicatif est un peu terrifiant. Alors ça donne des histoires familiales un peu de ce type. Un patient qui développe un adénocarcinome à 61 ans, sa fille en développe un à 75 ans, il a une autre fille qui développe un adénocarcinome à 48 ans, et évidemment la question qui se pose c'est pour la sœur du dernier patient qui développe le cancer et pour leurs descendants, et donc là on lance des programmes de surveillance, de dépistage, en général à 5 ans ou 10 ans avant l'âge où le sujet le plus jeune a développé le cancer. Donc vous voyez, là, ça fait partir la surveillance aux alentours de 40-45 ans. Pour une longue période, c'est long, c'est lourd, c'est un peu compliqué et c'est évidemment presque aussi anxiogène que la pathologie tumorale elle-même. Et là, il y a ensuite des syndromes génétiques dûment identifiés avec une mutation connue qui permet de cibler davantage donc, les sujets chez qui faire du dépistage. Donc la mutation la plus fréquente, c'est la mutation BRCA2, mais il y a aussi des patients qui ont le syndrome du mélanome familial, des patients qui ont la maladie de Peugeot-Jeghers. Heureusement, la maladie de Peugeot-Jeghers, vous voyez, c'est quelque chose de rare parce qu'ils ont un risque relatif qui est extrêmement élevé. La mutation le type de mutation que l'on observe le plus souvent, c'est la mutation BRCA2, avec parfois des histoires assez terrifiantes d'associations de cancer du sein, de cancer de l'ovaire et d'adénocarcinome pancréatique dans la même famille, avec des tumeurs qui peuvent atteindre des sujets jeunes, parfois moins jeunes, avec des arbres généalogiques qui sont parfois un petit peu compliqués, parce que c'est une maladie qu'on voit essentiellement chez les sujets, en Europe en tout cas, chez les sujets juifs séfarades. On a parfois du fait des malheurs de l'histoire, des difficultés à reconstruire l'arbre généalogique. Et c'est une maladie en revanche qui a été mieux décrite, mieux étudiée aux États-Unis qu'en Europe. Alors, c'est ces patients à risque d'adénocarcinome du pancréas, quel que soit dans le cadre dans lequel on les intègre, syndrome du cancer pancréatique familial, mutation BRCA2, autres mutations. Eh bien, il y a des centres nord-américains qui se sont spécialisés dans le dépistage de l'adénocarcinome du pancréas. Donc voici une étude qui montre un peu la réalité. Nous, on a une toute petite série à Beaujon, mais les résultats me paraissent compatibles avec ce qu'on a pu constater nous-mêmes. On se retrouve assez rapidement avec pas mal de sujets chez qui on fait du dépistage. Vous voyez que finalement, après de multiples examens, on va en opérer très peu. On va faire des pancréatectomies partielles de façon majoritaire. Pancréatectomie partielle, c'est pas forcément le geste le plus logique parce qu'on peut imaginer que le parenchyme pancréatique, qu'il soit à droite, à gauche ou au milieu, il est exposé au même risque de mutation génétique. Il y a des patients qu'on opère en 2 temps jusqu'à la totalisation. Il y a d'exceptionnelles pancréatectomies totales d'emblée, sont souvent les pancréatites familiales où là, le pancréas est détruit, on a la crainte d'un cancer, on fait d'emblée une pancréatectomie totale. Dans cette série, il n'y a pas de décès, cette série nord-américaine, mais il y a eu, y compris aux États-Unis, des décès après chirurgie préventive de l'adénocarcinome du pancréas. Et la morbidité, en tout cas dans ce papier, n'est pas extrêmement bien détaillée. En tout cas, ce qu'on retire chez les patients qui ont été opérés, eh bien, dans 3 fois sur 4, ce sont des lésions qui sont comprises entre la dysplasie modérée et le cancer. Donc on est, je dirais, relativement précis chez les malades qui ont été opérés, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement lourd. Il faut faire énormément d'examens pour opérer et mettre en évidence, vous voyez, finalement assez peu de lésions.
Donc la rentabilité est faible, en particulier par rapport à l'ensemble des sujets atteints. C'est coûteux, c'est anxiogène. On ne sait pas très bien quel est le meilleur examen. Donc souvent les patients ont un scanner, puis une IRM, puis une écho-endo, et puis on refait le même séquence d'examen. On a du mal à savoir quel est le bon signal d'alarme, en particulier quels sont les bons signes précoces de panine qui doivent conduire à l'intervention. Personne, évidemment, ose dire qu'il faut faire des pancréatectomies totales d'emblée, parce que c'est quand même une grosse opération. Et le risque de resséquer autre chose que des panines ou des TIPMP, il n'est pas nul. De temps en temps, il y a des patients qui ont un exérèse pour cystadénome séreux ou vraiment des lésions qui sont pas du tout méchantes. Et puis en plus, il y a le problème de la morbide mortalité de la chirurgie pancréatique. Il faut être assez humble, même dans un centre spécialisé, ça représente quand même pas beaucoup de malades. Et ça, de toute façon, ça ne peut pas représenter beaucoup de malades à l'échelle de la maladie parce qu'on considère qu'au maximum, 20% des adénocarcinomes du pancréas sont liés à une prédisposition génétique, une lésion tumorale préexistante, et que dans 80% des cas, ce sont le tabagisme et ou les facteurs environnementaux qui ne sont pas encore parfaitement bien décrits qui expliquent la majorité des cas. Donc il faut avoir déjà une vision assez humble de cette politique de dépistage de l'adénocarcinome du pancréas. Et puis il faut être encore plus humble quand on voit ce que sont les résultats des pancréatectomies. Vous voyez que les pancréatectomies, en tout cas, ça sont des chiffres récents qui viennent certes de séries d'adénocarcinomes. Les malades sont peut-être un petit peu moins sélectionnés, mais c'est difficile de dire qu'il y a une intervention qui permet 0% de mortalité. Même les nucléations, c'est 1%. C'est 1% dans notre expérience, c'est 1% dans la littérature. Même une pancréatectomie gauche, c'est 1% de mortalité à 30 jours, c'est 3% de mortalité à 90 jours. Et il faut savoir que la mortalité des pancréatectomies, ce n'est pas la mortalité hospitalière dont il faut tenir compte, ce n'est pas la mortalité à 30 jours, c'est la mortalité à 90 jours. Ça doit être le standard avec lequel doivent être rapportés les résultats. Et en France, on n'est peut-être pas encore au top, je dirais, en termes de résultats mortalité opératoire à J90, après DPC et après pancréatectomie gauche. Les chiffres du PMSI de 2007 à 2012, tels que les avait rapportés Olivier Farge il y a 3 ans, eh bien, sont un petit peu plus inquiétants. Et quand on les regarde comme ça, pas forcément très compatibles avec des pancréatectomies préventives. Vous imaginez bien que même pour une pancréatectomie gauche, 5% de mortalité à J90, c'est pas possible. C'est difficile de proposer ça. Alors il faut essayer de diminuer la mortalité des pancréatectomies si on veut faire de la pancréatectomie préventive. Et là, je trouve qu'il y a des arguments dans la littérature pour dire que ces interventions, il faut qu'elles soient faites par les gens qui peuvent proposer la mortalité à J90 la plus basse. Et là, il y a vraiment des arguments dans la littérature nord-américaine, comme dans cette espèce de grand registre où les centres sont rangés en quartiles en fonction de leur volume d'activité. Eh bien, on voit bien que ce sont les centres qui opèrent le plus de patients qui ont la mortalité à J30, mais surtout à J90 la plus faible, que ce soit par chirurgie ouverte ou par laparoscopie. Et puis quand on regarde les courbes mortalité en fonction du volume, vous voyez ces courbes aux États-Unis, en Hollande, en Belgique, elles ont toujours la même forme. Hein, elles commencent comme ça, elles descendent, et puis il y a l'asymptote n'est obtenu que près du zéro que lorsque le volume d'activité devient important. Et en France, la courbe est celle-ci, et c'est peut-être au-delà de 60-65 pancréatectomies par an que la chirurgie préventive, à mon avis, aurait une certaine logique. Et enfin, il faut savoir que la chirurgie pancréatique, indépendamment de son risque immédiat, ça rend un peu diabétique, en particulier après DPC et pancréatectomie gauche. Il n'y a que les interventions de type conservatrice qui peuvent autoriser un risque de diabète faible, c'est ce que dit le papier de Véronne, c'est ce que peuvent dire énormément de papiers qui comparent pancréatectomie réglée versus pancréatectomie atypique. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce qu'on peut faire pour les TIPMP des canaux secondaires, qu'on a opéré certes pour prévenir le cancer, mais aussi parce que certaines étaient symptomatiques. En tout cas, elles étaient toutes, celles que nous avons opérées, elles étaient toutes
sans signe de dégénérescence, donc on était vraiment dans la prévention. On peut faire des énucléations, des résections du crochet ou des pancréatectomies centrales. Et vous voyez que même avec un peu d'expérience, eh bien, il y a certains résultats qui sont quand même un peu discutables. La faisabilité est importante, mais 61% de morbidité, vous montrez ça à des chirurgiens nord-américains, ils vous disent quand même, vous êtes sûr. Vous regardez ensuite, à l'inverse, le taux de diabète et d'insuffisance exocrine à distance, 4 à 5%, c'est pas beaucoup. Et puis, heureusement, grâce à la sélection qui a été faite avant l'intervention, eh bien, on n'a que très peu de cancers qui sont découverts sur la pièce de pancréatectomie. Et sur ce plan-là, en tout cas, on ne s'est pas tout à fait trompé. Mais le chiffre le plus discutable, même s'il est faible, bah, c'est 1% de mortalité. 1% de mortalité pour la chirurgie préventive. Moi, je trouve que c'est trop. La chirurgie préventive, ça devrait être 0% de mortalité. Voici donc mes conclusions. Le système mucineux, c'est le modèle, je dirais, le plus facile à étudier de chirurgie préventive. On a des indications assez larges, surtout si on peut faire de la chirurgie conservatrice, mais on a maintenant quelques repères pour éventuellement faire un peu de surveillance et pas opérer tout le monde, et n'opérer que s'il y a une évolutivité. Dans les TIPMP, ce chapitre va certainement continuer à bouger au cours des années qui viennent. On continue à faire des résections préventives dès qu'on pense qu'il y a une atteinte du canal principal. C'est probablement modulable un peu, mais on va attendre. Et pour les en revanche, c'est sûr, il faut énormément moduler lorsque la maladie semble limitée au canal secondaire. Dans la pancréatite chronique, on a des problèmes de dépistage en imagerie à cause des calcifications, et c'est surtout les formes héréditaires qu'on opère. Dans les syndromes du cancer pancréatique familial, les syndromes avec mutation génétique dûment identifiée, le dépistage n'est pas très bien codifié. En tout cas, je pense que c'est une chirurgie qu'il faut réserver aux centres à haut volume, qui peuvent garantir une mortalité minimale. Et je dis minimale parce que pour l'instant, je crois qu'on ne peut pas dire qu'elle est nulle. Voilà, je vous remercie. Merci alors, c'était comme toujours parfait. On va demander à Jean-Robert de parler, puis après on fera une discussion pour tous les deux.